parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Donc je suis Patrick Cartier, j'ai été jeune aidant durant de longues années. Donc j'ai été jeune aidant de mes parents depuis tout petit, donc d'à peu près l'âge de 7 ans. Donc de mes deux parents, de mon père et de ma mère, jusqu'à 2003, et puis après de ma mère uniquement, jusqu'à décembre dernier. Ils avaient plusieurs pathologies. Ils avaient une pathologie principale qui développait d'autres pathologies à côté, donc d'autres maladies. Puis il y a eu aussi la vieillesse, parce qu'ils m'ont eu tard, donc il y avait un décalage assez grand. Donc du coup, les rôles se sont inversés. C'est moi qui est devenu un peu le père de mes parents. Dans mon cas, c'était plusieurs choses en fait. Beaucoup de temps de disponibilité à donner à mes parents. Donc c'était de l'accompagnement surtout. Donc de l'accompagnement dans la maladie. Ça pouvait être les tâches ménagères qu'on a en plus, que les autres jeunes ne connaissent pas. L'anxiété aussi, le fait que j'avais des parents qui étaient très anxieux sur l'avenir, donc ça, ils transmettent aussi ce genre de choses à leurs enfants. Et puis, il y avait plein d'autres choses auxquelles les autres enfants ne sont pas confrontés, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup moins de temps disponible pour jouer, pour s'éveiller, voilà, on a des responsabilités qui sont lourdes dès l'enfance. On prend tout en charge et ça nous donne une maturité que les autres n'ont pas. Et ça, c'est assez dur parce que quand on grandit, en fait, il y a un décalage avec la société qui est assez important, qui a une force plus tard quand on est dans l'âge adulte, mais tout le long de l'enfance, ça crée des cicatrices qui peuvent avoir un impact aussi en début de vie de jeune adulte. Après, passer l'adolescence, faut les accompagner en voiture, faut aller faire leurs courses. Quand ils arrivent en fin de vie, ça s'inverse, c'est-à-dire il faut les accompagner médicalement. Il faut faire la liaison entre les médecins et ce qui se passe à la maison. Ça, c'est très très dur, ça prend des heures par semaine. Il y a une espèce de stress chronique qui se forme petit à petit. On est anxieux, on est soucieux de tout ce qui se passe. Ça peut être pénalisant parce que je me souviens quand j'étais ado jusqu'à jeune adulte, 25, même jusqu'à 30 ans, on a tendance à paraître plus sérieux, plus fort, et en fait c'est une espèce de coquille parce qu'à l'intérieur on est beaucoup plus fragile et on vous donne plus de responsabilités. Alors on peut évoluer beaucoup plus facilement, mais derrière c'est beaucoup plus sur du plus qui existe déjà en fait. J'étais vraiment pas bon à l'école, j'étais vraiment celui qu'on mettait au fond de la classe, et en même temps il y avait des professeurs qui se rendaient compte que j'avais d'énormes capacités, mais en même temps j'allais au fond de la classe. Mais c'est normal parce que psychologiquement on est assez perturbé, le sommeil est pas là non plus. Pendant que les autres s'amusent et puis ils vont faire leurs devoirs, nous c'est des journées assez difficiles psychologiquement à subir, donc le lendemain on est épuisé. À l'école on peut suivre difficilement, on dort, et donc du coup on devient un peu gênant, donc on met l'élève au fond de la classe. Et durant cette période, ça devait être vers le CM1, et en fait durant cette période de classe verte, ce qui a été intéressant, c'est que comme j'étais coupé du monde, ce qui a fait un peu criser les profs, c'est-à-dire de dernier je passais à premier, juste pendant la période de la classe, et en même temps je m'épanouissais énormément, et quand je revenais à l'école c'était terminé, je me rééteignais et je redevenais le mauvais élève qui était au fond de la classe, quoi. À cette époque je me sentais j'avais un mal-être profond, je me sentais épuisé, j'avais beaucoup d'anxiété forcément, et du coup ça m'a suivi une bonne partie de ma vie. Des amis encore j'en avais, mais après comme je pouvais pas trop sortir, je restais à la maison pour m'occuper de mes parents, j'ai surtout développé des activités à la maison. Je réparais tout ce qui se trouvait à la maison quand j'aidais pas mes parents, et donc je suis devenu par la suite, alors j'ai fait plusieurs métiers, mais je suis même devenu électricien, électronicien, et j'ai fait plein de métiers qui avaient un rapport avec le manuel. Je me débrouillais très bien, et en même temps dans l'intellectuel j'avais besoin aussi, donc voilà, ça m'a permis au moins de développer ces compétences-là, ouais, en dehors des moments où je pouvais pas prendre de loisirs. Je vis beaucoup plus en société, je vais beaucoup plus dans les associations. Mon travail, à un moment j'ai fait du conseil en organisation et management, donc ça m'oblige à aller dans différentes entreprises, différentes structures, différentes activités. Donc du coup là oui forcément la société, les personnes vous font un reflet un peu de qui vous êtes, et ça vous permet de réfléchir un peu sur tout ce qui s'est passé dans la vie et de mieux comprendre. Et c'est très intéressant parce que je fais de l'accompagnement pour les jeunes, et aujourd'hui tout ce vécu est une force pour moi pour les accompagner, et ça donne de très bons résultats. Donc ça c'est très positif, c'est très épanouissant. Ouais. C'est comme beaucoup de jeunes aidants, c'est qu'on fait un peu partie des battants un peu dans la société. Cette qualité-là, c'est que je peux prendre à bras le corps toutes les difficultés qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai plus de recul, donc quand j'étais plus jeune, j'avais souvent les mêmes difficultés qu'aujourd'hui, puisque là, je repars à zéro. Sauf que là, j'ai plus de recul et de possibilités de pas faire les mêmes erreurs. Au niveau défaut, l'anxiété fait qu'on a beaucoup de mal à s'insérer dans la société. Enfin, pas s'insérer, le mot est un peu fort, parce que j'ai jamais eu de problème pour m'insérer dans la société, mais on se met des contraintes, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus épuisant aussi, et le défaut aussi, c'est que j'aurais aimé avoir plus d'insouciance
et plus de moments de liberté et pour pouvoir vivre ma vie de jeune en fait. Ah, si j'avais un conseil pour les jeunes aidants, je dirais le principal, c'est essayer de trouver le temps d'observer la société telle qu'elle est, observer ce qui se passe un peu autour de soi, et justement après aller demander de l'aide en fonction de ce dont on se rend compte, du décalage qu'il y a. Parce qu'après la maturité va se faire, il y a une maturité beaucoup plus grande que les autres qui va se faire. Ça ne veut pas dire que les autres vont nous rejeter, au contraire, ils vont même peut-être nous apprécier, mais on va être beaucoup mal parce qu'on ne vit pas sa vie d'enfance, sa vie de jeune adulte non plus. Je dirais, ouais, prendre le temps d'avoir du recul et de la hauteur sur les choses. Et comme ça, là, on peut être plus objectif sur ce qui se passe, plutôt que d'être trop dans l'action, et humainement avoir des réactions un peu plus subjectives et de s'en rendre compte plusieurs années plus tard. Ouais. S'il y avait eu des dispositifs comme la pause brindille qui existait quand j'étais plus jeune, je pense que j'aurais éclaté de joie. Je me serais senti soutenu, enfin. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, d'être soutenu, de ne pas se sentir seul. Parce que dans ces moments difficiles, même à la vie adulte, on se sent seul et on est vraiment quelque part seul. Et là, avec des dispositifs comme la pause brindille, eh ben, on est un peu comme dans une communauté, c'est très important, l'appartenance. Et on a une sensation qu'enfin on n'est plus seul et on va pouvoir vivre enfin sa vie de jeune adulte. Même psychologiquement, le fait de savoir que ça existe un dispositif comme ça, c'est une force supplémentaire. Donc la pause brindille, ouais, c'est sûr que c'est l'Eldorado pour les jeunes aidants, quoi.